suis étudiant en doctorat en sociologie. Monsieur Rakim est mon co-directeur. Ah d'accord. Donc vous prenez un aspect historique à la sociologie. Exact, oui. Je D'accord. m'intéresse à la formation de la société israélienne. Sur la formation de la société israélienne. Donc, ma question est, je suis fasciné par votre approche, et puis j'étudiais auparavant en sciences des religions, et puis souvent on est... Ici même à l'Université de Montréal? Ici même à l'Université de Montréal. Et plus d'une fois, j'ai participé à des événements où on prônait le dialogue, mais où les dialogues dérapaient, où certaines personnes s'arrogeaient des droits de parole, où le dialogue devenait un moyen subtil d'attaquer les autres, surtout par rapport au conflit israélo-palestinien. Il y avait comme, dans plusieurs cercles où je suis allé, il y avait l'idéologie dominante. Souvent, moi-même, j'ai participé à l'idéologie dominante. Et puis, des propos racistes pouvaient être tenus. Et puis, comme finalement, il y avait un peu l'idée qu'il n'y a pas de bonne, qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, ben, il y avait des choses très dures et qui étaient dites et très blessantes pour les gens. Et puis, il n'y avait pas d'intervention pour rééquilibrer. Donc, je me demandais dans votre approche, comment vous gérez les conflits, justement, comment vous gérez tout ce qui peut se présenter d'attaquants envers quand les étudiants doivent s'attaquer les uns les autres. D'abord, ça revient à la question du monsieur qui est là, physicien et mathématicien. La première chose qu'on établit, c'est un sens de communauté. Je ne crois pas qu'on apprend in vacuo, on apprend en communauté. Donc, d'emblée, on se donne des noms qui reflètent notre réalité. De plus, on se donne un nom de communauté, et coeluno, on se donne un anthème, une chanson, puisque j'estime que ces étudiants vivent dans la réalité virtuelle, je choisis des chansons qu'ils connaissent très très bien. Donc, dans le cas d'un qu'on voit très bien dans le documentaire, notre chanson thème, c'était de Bonnie Raitt. Let's give them something to talk about. Parce que c'est le dialogue. On veut favoriser le dialogue. Or, il faut avant tout établir une ambiance non menaçante. Le dialogue ne peut pas se passer si on se sent menacé. Au début de mon enseignement, on me demandait toujours, mais professeur Corneille, quel est votre point de vue? Puis on allait se précipiter à mon point de vue pour avoir des bonnes notes. Il faut être clair comme l'eau de roche. Mon point de vue n'est qu'un parmi tant d'autres. Et de plus, une fois qu'on a bien établi qu'on est une communauté et qu'on peut se parler en de toute confiance, sans se faire juger, sans se faire enlever des notes parce qu'on n'est pas d'accord avec le prof, qu'on n'est pas d'accord avec notre invité. Je ne demandais jamais que les gens soient d'accord avec Preston Manning, ni avec Jacques Parizeau, ni avec Lucien Bouchard, mais qu'on prenne le temps de bien les écouter et de comprendre leur perspective. Que peut-on demander de mieux dans l'enseignement? De comprendre l'autre. On parle de l'altérité, surtout dans la question israélo-palestinienne. Je ne prends jamais position, ni israélo, ni palestinienne, ni fédéraliste, ni nationaliste. Je prends position sur la liberté d'expression, sur la liberté académique, qu'on a droit de parole. Et si on ne peut pas parler de ces questions ici en toute sécurité, dans une université, où, bon sens, pourrait-on ainsi faire? Vous voulez poser une question? Oui. Moi, c'est Samir Soul, je suis un des
qui avons invité Norman, ça fait grand plaisir, parce que il a des choses à nous dire qui sont constituent un défi pour des professeurs comme moi, qui suis un professeur qui a la permanence dans cette université. On est syndiqué dans cette université, donc ce qui est arrivé à Norman est presque impensable à l'Université de Montréal. Non seulement il y a un syndicat, moi-même personnellement j'étais vice-président du syndicat, et je sais bien que le syndicat des professeurs, jamais ce genre de situation n'aurait été accepté par le syndicat. Ça aurait été un carrière immédiat avec retour à ses fonctions de manière quasi automatique. Mais ce que j'ai vu dans le film, ce que j'ai entendu, m'amène beaucoup à réfléchir sur l'écart qu'il y a entre l'enseignement, la pédagogie, l'objectif de transmettre les connaissances, de développer les connaissances, et ce que nous faisons comme professeurs d'université. Je suis professeur donc dans cette université-là et j'aspire à faire ce que fait Norman, mais je mesure la distance qu'il y a entre ce que nous souhaitons comme professeurs et le monde dans lequel nous sommes, l'université dans laquelle nous sommes. Elle fonctionne dans un univers qui s'éloigne de plus en plus de sa mission et de son objectif. Concevez ceci, qu'une université comme la nôtre et un professeur est pris dans ce genre de considération et de pression, doit compter. Elle doit mesurer des chiffres, des nombres. Nous fonctionnons sur la base du nombre d'étudiants. Alors on se dit, le nombre d'étudiants, ça ne devrait pas intéresser le professeur. Mais en fait, ça intéresse le professeur. Parce que si le nombre d'étudiants baisse dans un département ou dans l'université, eh bien, le financement de l'université va baisser. La clientèle baisse. Moi, je les appelle étudiants. Mais l'administration les appelle clientèle. On les appelle étudiants. Pour nous, ce sont des étudiants. Mais si le nombre d'étudiants diminue, le financement va diminuer. Et alors, le financement qui diminue veut dire moins de services, moins de cours, moins d'enseignants. Donc, sauf qu'il y a un système dans lequel nous sommes, comme individus, nous sommes pris dans l'engrenage. Nous sommes quand même des passagers sur un navire, un gros paquebot, agité par une mer houleuse. L'individu se dit, j'aimerais que ça se calme, j'aimerais que le bateau aille dans ce sens. Mais son pouvoir par rapport au bateau est très limité. Et il est en quelque sorte emporté par le courant. Et lorsque l'on dit par exemple qu'on devrait consacrer beaucoup de temps à enseigner, je vois par exemple les méthodes de Norman, ce sont des méthodes fabuleuses, ce sont des méthodes où le dévouement du prof se voit immédiatement. Et alors, ce dévouement du professeur veut dire beaucoup de temps. Et outre la préparation, beaucoup de temps pour un seul point. Comme professeur, je sais qu'en professeur d'histoire, quand j'ai traversé une période à communiquer ou sur laquelle je veux discuter avec les étudiants, il faut faire vite. Et si on s'arrêtait à chaque point, le cours serait réduit à un seul événement. Alors on peut dire, bien sûr, c'est souhaitable. Le problème, c'est que l'étudiant doit être préparé pour la suite de ses études dans d'autres domaines, et il faut donc traverser une matière assez compliquée, assez longue, donc il faut faire vite. Le professeur aimerait beaucoup consacrer le maximum de temps à l'enseignement, il ne peut pas. Il ne peut pas parce que l'étudiant doit être préparé, et il ne peut pas parce que les exigences du métier professoral à l'université ne se limitent pas à l'enseignement. Il est obligé, comme professeur, de faire beaucoup de recherches, de publier, de s'occuper d'administration, de s'occuper de recherche d'argent. Imaginez cela, un professeur d'université, ce n'est pas comme un professeur de secondaire que j'admire, mais pour lui, il y a d'autres problèmes. Il y a le problème de l'administration qui lui dit quoi faire. L'administration ne nous dit pas quoi faire. L'administration ne nous dit pas, vous n'avez pas le droit d'enseigner d'une certaine façon. Bien sûr, si on le fait d'une manière criante, on dit on ne peut pas enseigner, bien sûr, il y a des échos. Mais ce que le professeur fait dans sa classe le concerne. Le problème, c'est qu'il est lui-même pris dans un système. Il est dans un système dans lequel il doit naviguer, faire de son mieux pour conserver sa dignité, respecter sa profession, mais il est dans un monde qu'il ne contrôle pas. Alors, par exemple, un étudiant, dire par exemple qu'on ne noterait pas les étudiants,
Certes, ce serait mon souhait. Le problème, c'est que l'étudiant lui-même a besoin d'évaluation parce que lui-même va être en concurrence avec d'autres étudiants pour des bourses. Alors, lorsque l'on va évaluer des étudiants, dire lequel est le meilleur, les deux ont réussi un pass, les deux ont obtenu le succès, ils ont réussi à leur cours. Auquel doit-on donner la bourse? On est face à un problème. Il faut choisir qui obtiendra la bourse, finalement, en lien au notes. De sorte qu'il y a tout un engrenage dans lequel des professeurs de la meilleure volonté, et la plupart de mes collègues sont d'excellente volonté. Tous mes collègues veulent faire le maximum pour la pédagogie, ils veulent publier, écrire, faire des recherches au maximum, ils veulent administrer l'université comme il faut, et non pas comme le font les administrateurs, hein, je dis ça entre nous, je ne dis à personne. J'ai un syndicaliste qui parle comme ça, c'est normal. Alors, tous les professeurs aiment faire ça, mais le nombre de tâches, le nombre de pressions qui s'exercent sur le professeur individuellement et même comme catégorie, comme groupe, est immense. Le nombre de professeurs ne peuvent tout simplement pas changer l'institution de leur propre volonté. Je dirais même que les syndicats n'arrivent pas. J'étais moi-même officier syndical, responsable de mon syndicat, du syndicat des professeurs, un des responsables du syndicat des professeurs. Et notre tâche première, c'était d'arrêter le flot de mauvaises choses qui arrivaient. Et non pas de changer. On n'a même pas arrivé au point où on pourrait changer.